sûrement entendu parler de la thune, du flouze, du blé, des sous, de la monnaie, des pépettes, de l'argent. Mais quelle est votre relation à l'argent? Comment êtes-vous à l'aise avec cet argent ou pas? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble avec mon invité du jour, Christian Junot, qui est l'expert sur la relation à l'argent. Alors tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Patrice Renez. Je suis coach révélateur d'harmonie et j'accompagne les personnes principalement introverties à exprimer leur sensibilité pour qu'elles prennent leur place et deviennent les véritables artistes de leur vie grâce à une méthode co-créative originale. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de la sensibilité à l'argent. Donc, voilà, je vous présente donc Christian Junot, qui est vraiment l'expert en relation à l'argent, mais qui n'a pas commencé dans ce domaine-là, quoique il a un peu baigné. Donc, Christian, je te laisse un peu te raconter, enfin nous raconter ton début de parcours. Quelle a été ta première rentrée en matière à l'argent? Oui, bonjour Patrice, plaisir. Donc, effectivement, je suis donc économiste de formation et j'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc, moi, j'avais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et c'est vrai que très vite, j'étais surpris par à quel point les comportements peuvent être irrationnels avec l'argent. Je le voyais, je l'observais, mais je n'arrivais pas à l'expliquer, à le comprendre. Et voilà, après, j'ai encore fait changer de métier complètement dans la banque pour commencer à m'orienter un peu plus vers le coaching, ou en tout cas un peu plus la formation et le conseil, une autre forme de conseil. Et en 2009, j'ai été licencié avec beaucoup d'autres suite à la crise subprime. Et à ce moment-là, c'était évident que j'avais plus qu'envie de faire ce que j'avais envie de faire, soit d'accompagner les êtres humains, pas sur l'aspect financier, parce que ça ne m'intéressait plus depuis un moment, mais vraiment sur l'être, sur les croyances, enfin, sur qui ils sont et tout ça. Et je dirais que si à cette époque-là, je suis un spécialiste de la communication non violente, donc je pensais plutôt me diriger dans cette direction-là. Je suis formé aux approches systémiques familiales entre autres. Je me suis formé au coaching également, mais ce n'était pas l'objectif de devenir un spécialiste de la relation à l'argent. Et ça s'est comme imposé à moi, d'une part parce que j'ai connu la bonne personne qui a fait des années de recherche des années 80-90, Peter Koenig, et j'ai été son organisateur en Suisse francophone. Et d'autre part, parce que moi-même, malgré de très bons revenus à la banque, j'étais bourré de peur, peur de manquer et tout, et d'avoir fait ce chemin de transformation euh, a eu un tel impact dans ma vie, et surtout moi de se mettre à son compte, tout à coup de passer d'un très bon revenu à l'inconnu total. J'ai vu que j'étais très serein et très tranquille avec ça, que je me suis dit que ce serait du gâchis de ne pas en faire profiter d'autres, parce que je voyais bien que je n'étais pas le seul pour lequel le thème de l'argent était un thème compliqué. Donc voilà, par la force des choses, je suis devenu spécialiste. Surtout, j'ai commencé autour de chez moi en Suisse. Et de fil en aiguille, je suis allé en France, en Belgique, au Luxembourg, maintenant au Québec, certainement au Maroc bientôt. Enfin, voilà, parce que ce thème est vraiment touche tout le monde, potentiellement touche. D'accord. Merci pour cette présentation. Donc, si je comprends bien, c'est que toi, tu étais donc dans l'environnement de la finance et en fait, tu as fait un travail déjà sur toi par rapport à ta relation à l'argent. Tu as vu les résultats que tu as obtenus par rapport à cette démarche et tu t'es dit, il y a quelque chose à faire parce que je ne suis pas le seul à être dans cette problématique et je te rejoins complètement quand tu parles de passer d'un salaire très satisfaisant à l'inconnu presque total quand tu passes entrepreneur, parce que c'est une démarche que j'ai aussi réalisée. Et aujourd'hui, donc tu fais de l'accompagnement sur la relation à l'argent. Ça consiste en quoi exactement? Alors, je dirais que je le fais sous différentes formes, peut-être comme ça pour expliquer. Donc, des conférences, que ce soit sur le web ou en présentiel. Je fais des ateliers, différentes formes d'ateliers en présentiel, soit des très grands groupes, soit des petits groupes de manière un peu plus voilà, personnalisée encore, ou je fais une formation sur le web. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le thème de la relation à l'argent, c'est pas l'argent en tant que tel, c'est que c'est une porte d'entrée puissante pour se découvrir et se découvrir de D'accord. manière profonde. C'est amusant de dire se découvrir parce que quand on dit on est à découvert, on parle d'argent d'ailleurs en général, mais voilà, donc de se découvrir de manière profonde parce que, euh, euh, en fait, je partageais tout à l'heure lors d'un autre interview que je faisais, pour moi, mon travail, c'est un travail d'amour de soi.
un travail d'amour de soi, un travail en lien avec l'estime de soi, parce que c'est tout ça que ça vient, qu'on va rencontrer à travers nos peurs, nos aspirations profondes. Et que souvent, dans les notions de relation d'argent, de peur, il y a la peur de manquer, mais très souvent, il y a la peur de mourir aussi. Donc, c'est pas rien, tu vois. Mais aussi le manque d'estime de soi. Si je ne me donne pas de la valeur, comment je peux donner de la valeur à ce que je fais? Donc, l'estime de soi, qui est vraiment le regard que j'ai sur moi, autrement dit, quel regard bienveillant, plein d'amour, plein de valeurs que je me donne, ou au contraire, un regard très jugeant que je me donne. Et tout ça aura une incidence très claire sur ma manière dont je vais appréhender l'extérieur, l'argent, mais bien plus que l'argent, toutes les relations en général. Donc, si tu veux, c'est un thème qui touche tellement de choses qu'en fait, ça rend ce thème très riche. Et surtout, ça me permet de rencontrer des personnes de manière dans la profondeur très rapidement. En D'accord. fait, je peux répondre à ta question avec ça, d'ailleurs. Ouais, 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 si, si, c'est bon. Et en fait, justement, merci pour cette belle réponse. Et c'est vrai que, à force, moi aussi, d'être un peu dans la relation à l'autre, dans un peu le côté du développement personnel, voire de la spiritualité. Et le paradoxe, en fait, c'est que j'ai croisé beaucoup sur ma route de gens qui sont dans la spiritualité, mais qui, pour eux, justement, c'est inconcevable d'être spirituel et riche. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Alors, c'est un grand classique, spiritualité et richesse, amour et argent. Tu vois, c'est comme si on crée de la dualité et qu'on devait faire des choix. Et c'est intéressant parce que dans la notion de spiritualité dans laquelle je peux me retrouver, il n'y a pas l'idée de la dualité, il y a au contraire l'idée de la réunification. Et encore une fois, je ne vois pas, supposons qu'il y a des personnes d'ailleurs dans le monde de la spiritualité, je pense à un gars comme Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, je ne sais pas comment prononcer, hein, Le pouvoir du moment présent, entre autres, Mmh. Nouvelle Terre, il a écrit plein de livres. Certainement qu'il a gagné des millions parce que ses livres ont rencontré tellement d'auditeurs, ont été tellement révélateurs pour beaucoup. Et est-ce qu'il est devenu plus spirituel parce qu'il a gagné des millions? Pour moi, pas. Chaque fois que je le vois encore, je le trouve toujours très pertinent. Après, la question qu'il peut voir, c'est tiens, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Lui, d'ailleurs, lui, dans une vidéo, dit très bien d'ailleurs là-dessus, en disant je ne vois aucune opposition à l'un à l'autre. Par contre, si on devient attaché à son argent, si on devient attaché aux objets matériels qu'on pourrait s'acquérir, là, on va avoir un problème. Et là, on va peut-être plus pouvoir être dans la spiritualité quand on vient de l'attachement. Et au fond, l'argent peut aussi permettre de faire évoluer les consciences, de permettre à des mouvements, ouais, à des mouvements qui cherchent à avoir plus d'égalité, plus de bien-être commun, enfin voilà, ou des ONG, on peut encourager toutes sortes de mouvements qui fait qu'on rend notre monde meilleur. Donc, je vois pas, en tout cas, je vois pas d'inconvénient à ça. Ouais et au contraire, tu as tout à fait raison parce que c'est un peu le paradoxe, de cette pensée-là. Et Mhm. à côté, on parle par exemple, des associations, d'aide humanitaire qui eux, donc font entre guillemets «du spirituel» par rapport au don à l'autre, mais ils ont besoin d'argent. Donc c'est aussi le paradoxe, c'est que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu Ben, veux faire grandir l'autre, si tu veux donner, bah, il faut que tu aies les moyens de donner. si tu veux, tu vois, à un moment donné, le paradoxe, c'est qu'effectivement, je vois un certain nombre de mouvements que j'aime beaucoup dans ce qu'ils font, mais en même temps, parce qu'ils n'aiment pas l'argent, parce qu'ils ont une perception, à mon avis, erronée de l'argent, où ils collent des choses sur l'argent qui n'est pas l'argent. Donc, quelque part, d'une certaine manière, je repousse l'argent parce que je n'aime pas l'argent, et je suis en train de courir après des fonds pour développer mes activités. Donc, tu vois, cette sorte de déchirement intérieur qui se passe dans lequel ils sont prisonniers. Mmh. Euh, et vraiment, moi, mon rôle, souvent, c'est de comment je peux faire pour remettre l'argent à sa juste place et cesser de mettre des filtres entre moi et l'argent qui fait que je n'arrive plus à voir l'argent pour ce que c'est, mais pour le filtre que j'ai collé sur l'argent. Ouais, ça, faut vraiment se décorréler je crois que c'est presque l'un des sujets, qui cause le plus de paradoxes dans les échanges Mhm. Je et pense aussi. moi, il y a une phrase que j'ai retenue et que j'aime bien, c'est que finalement, l'argent, c'est un amplificateur de ce que tu es. Ouais. Ouais, mais moi, je trouve Heu, que ça me parle beaucoup, hein, cette phrase-là. J'ai aussi beaucoup aimé quand je l'ai lue en disant, ben oui, si tu es quelqu'un de généreux, si tu as beaucoup d'argent, tu seras encore plus généreux. Mais si tu es déjà radin, avec encore plus d'argent, tu seras sûrement encore plus radin parce que le radinerie, c'est qu'une histoire de peur. Tu ouais, auras encore mmh, plus de peur derrière. Donc, pour plein d'aspects, absolument, je suis bien d'accord avec ça aussi. Donc, c'est vrai que
l'argent est un sujet très tabou qui fait que le fait de ne pas s'exprimer dessus, le fait de ne pas oser parler de ses peurs, de ne pas oser parler de ses comportements, fait que chacun garde ça pour soi, certains avec de la honte d'ailleurs. Je vois régulièrement des gens qui me contactent, qui veulent des séances privées. Et parce que souvent, je vois qu'est-ce qu'ils ont, c'est qu'ils ne moquent pas d'argent, mais ils ont quand même plein de peur. Ils sont honteux de vivre là-dedans, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de raison, qu'ils ont déjà de la chance d'avoir, en tout cas, ils s'estiment plutôt privilégiés d'avoir déjà pas mal d'argent, et ils gardent ça comme une honte. Et Mm. moi, dans mon job, j'essaie justement de faire ouvrir, euh, de communiquer, de s'ouvrir. Et au moment où on s'ouvre, on se dit, ah ben oui, les autres, la plupart, ils sont un peu comme moi, quoi. On se rend compte qu'on est juste humain. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer de fonctionner comme ça, mais qu'on est tous des humains avec des peurs, des rejets, des machins, puis qu'au fond, on se ressemble beaucoup plus qu'on se différencie, ce qui est la grande crainte des gens. Ouais. Mais c'est vrai que l'argent, en fait, c'est toujours l'un des tabous majeurs parce que même en entreprise, c'était toujours les grandes discussions autour au moment des augmentations, au moment des salaires. Et tout le monde veut savoir, mais personne veut savoir en même temps. Enfin, tout le monde veut dire, mais pas savoir. Et puis, c'est vraiment une histoire d'aimant qui change de sens et qui s'oppose ou qui s'attire. Et finalement, ça devient vraiment des fois, parfois même des bagarres hein, Tu par vois, rapport à ça. Quoi. j'ai bien envie de savoir pour les autres parce que, voilà, il y a un drôle de bruit. Voilà, j'ai bien envie de savoir pour les autres parce que j'ai de la curiosité et puis peut-être que je vais être sûr de ne pas être victime d'une injustice parce qu'il y a beaucoup de peur en lien avec la blessure d'injustice, tu vois, qu'un autre a plus que moi et tout, qu'on profite de moi, ce genre de choses-là. Et en même temps, j'ai pas envie vraiment de l'exprimer, parce que j'ai peur de créer des jalousies, j'ai peur de, tu vois, Mm. parce que, encore une fois, ça vient réveiller des choses là derrière. Et, donc, il y a ce double mouvement. J'ai envie, puis en même temps, je n'ai pas vraiment envie. D'ailleurs, souvent dans les entreprises, ils nous découragent de parler de nos revenus, mais ils savent pourquoi aussi, parce qu'ils ne sont pas toujours en capacité de pouvoir justifier également les différences de revenus. Ah oui, et puis moi, à une époque, j'étais aussi responsable informatique. Et c'est vrai que des fois, bah, tu génères des augmentations, on va dire, objectives, mais tu as aussi les augmentations inconsciente et non objective. C'est-à-dire, bah, tu as un meilleur relationnel avec cette personne-là, c'est aussi cette personne-là qui fait plus d'efforts. Et ça, souvent, les gens ne le voient pas dans l'entreprise. Ils ne voient pas le fait que, bah, oui, toi, qu'est-ce que tu as fait dans l'année pour avoir ton augmentation par rapport à lui? Et Mhm. en dehors de ça, bon là, on va s'écarter un peu du sujet, mais c'est vrai que c'est toujours, en fait, par rapport à soi, ses croyances et parfois vraiment non objectif, en fait, par rapport à… Mais peut-être, ça n'est peut-être pas autant du sujet que ça, parce que tu vois, si quelqu'un a peur du conflit, parce qu'il y a, comme, il y a beaucoup de ça dans la société, Mmh. tu as peur du conflit, puis que tu es responsable d'équipe de site d'augmentation, et que tu as un gars qui vient régulièrement taper du poing sur la table qui veut une augmentation, il est bien possible que tu l'augmenteras plus facilement lui qu'un autre qui ne réclame jamais rien, mais qui Tout à mériterait fait. pas, parce que c'est encore une manière d'acheter la paix. Mmh. Et finalement, je vois qu'on peut acheter la paix de plein de manières différentes avec l'argent aussi. Et au fond, ça fonctionne très mal d'ailleurs. Oui, c'est pas la bonne solution. Parce Et qu'on règle pas les problèmes de fond, bien non, sûr. tout à fait. Et surtout que l'argent, ce n'est que voilà, ce n'est que la surface du problème en général. Et Oui, c'est la partie visible, c'est bien ça. Moi, je suis là pour aller voir derrière ce qu'il y a la partie visible. donc tout à fait. Toi, tu travailles en sous-marin en fait alors. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont un salaire qui, peu importe le salaire en fait, qui ne leur convient pas, qui ont envie d'aller chercher plus loin, d'avoir un autre job avec un salaire beaucoup plus haut, mais qui n'y arrivent pas? Dans le sens où souvent c'est parce que, bah, ils osent pas aller demander, parce que donc mais quel serait le frein en dehors de «j'ose pas demander»? Ça, c'est un frein. Après tu en as plein qui osent pas aller, demander, un salaire nettement supérieur à celui qu'ils ont quand ils veulent changer d'entreprise, par exemple. Tout à fait. Ben, c'est une question assez vaste que tu me poses là. Alors, on revient en partie à l'estime de soi, c'est-à-dire si je n'arrive pas à me donner de la valeur, comment je vais pouvoir demander de la valeur pour ce que je vais produire si je me présente ailleurs? Parce qu'encore une fois,
si je suis tranquille, serein avec le fait que j'ai vraiment des choses à apporter, que j'ai aucun doute là-dessus, je vais pouvoir me positionner avec beaucoup plus de tranquillité que si je suis dans la position du petit qui trouve qu'il n'a pas beaucoup de valeur et qui dit prenez-moi s'il vous plaît, dans l'énergie, tu vois. C'est sûr que ça va être compliqué. Moi, je dis souvent, je travaille beaucoup aussi avec des coachs et thérapeutes, qui ont de la peine à nommer des prix, qui ont de la peine à fixer des prix. Souvent, je leur dis, mais si au moment de fixer votre prix, comme au moment où je pourrais demander un salaire, je ne suis pas en capacité de regarder l'autre dans les yeux, hein, que je Mhm. vais baisser la tête ou que je vais tout de suite justifier alors qu'on ne m'a rien demandé, ça montre que je ne suis pas à l'aise. Donc ça veut dire que ça peut demander aussi peut-être des fois de s'entraîner aussi. Et si tu veux, le fait d'avoir de la difficulté à demander une augmentation de salaire, c'est toujours d'aller voir, au fond, si je n'ose pas demander une augmentation de salaire, c'est quoi la peur derrière? Parce qu'il ne devrait y avoir aucune peur. Une demande, ce n'est pas une exigence. Une demande, c'est je vous demande ça, l'autre répond oui ou non. Dans le pire des cas, ben, il ne se passe rien de plus, ma situation n'a rien changé. Dans le meilleur des cas, je peux avoir plus. Donc, si tu veux, en règle générale, les personnes qui n'osent pas demander, encore une fois, c'est parce qu'ils ont peur de la réponse, ils ont peur du non. Ils ont peur du non, ils ont peur d'entendre, vous ne trouvez pas que vous exagérez avec ce que vous avez déjà payé ou je ne sais pas quoi. Enfin, ils ont peur d'entendre quelque chose qui va encore renforcer ce qui est déjà présent chez eux, l'impression d'une non-valeur. Parce que si encore une fois, D'accord. je suis tranquille avec ma valeur, et puis je dirais non, et à un moment donné, je peux dire, ben, écoutez, moi, s'il y a quelque chose qui ne bouge pas, je sens que je n'ai pas d'avenir là-dedans. Parce que c'est important de voir, c'est que dans une situation professionnelle, il y a toujours une recherche du même équilibre. C'est l'équilibre en donner-recevoir. Et l'équilibre en donner-recevoir, il se manifeste en partie avec le revenu, l'argent, mais seulement en partie. Parce que si je suis payé à un certain niveau, j'ai des bonnes conditions de travail, j'ai des possibilités d'avancement, de développement, de faire des cours à côté, j'ai de la reconnaissance régulièrement, j'ai des défis qui sont intéressants ou des projets intéressants, je vais être beaucoup moins exigeant en termes de revenus si j'ai l'impression que j'ai rien de tout ça et que je reçois que de l'argent en retour. Là, je voudrais plutôt de la compensation avec l'argent pour tout ce que je D'accord. ne comprends pas. Et tu vois, et c'est très différent en fait. D'accord. Alors, ça, c'était pour le salarié, en fait. Et justement, tu parlais de thérapeutes ou de coachs ou de consultants qui veulent passer, en fait, d'un tarif, euh, peu importe, enfin, mettons un tarif, je parle, mettons à 50 euros, et qui s'aperçoivent qu'ils sont largement en dessous de ce qu'ils pourraient proposer, mais qui peinent à doubler, voire à tripler leur proposition tarifaire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces intervenants? Alors, bon, déjà d'une part, c'est sûr que si du jour au lendemain je double ou je triple mes tarifs, alors ça sera peut-être difficile à justifier par rapport aux premiers clients existants, mais des fois, moi je me souviens m'être arrivé d'avoir gardé un tarif pour les clients existants et d'avoir changé de tarif pour les nouveaux clients. Ça, c'est aussi possible. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, là aussi, il y a des peurs derrière. C'est-à-dire que ceux qui mettent des prix très bas, euh, j'entends régulièrement, il y a beaucoup d'aspects. Je vais essayer d'en résumer deux, trois. Le premier, un des premiers aspects, un grand classique, c'est je veux être accessible à tout le monde. Ça, c'est un des grands classiques. D'accord. Je veux être accessible à tout le monde, donc je mets un prix bas pour que tout le monde puisse avoir accès à moi parce que j'ai horreur de l'injustice. Et pour moi, un signe typique de l'injustice, c'est qu'il y ait des gens qui ne puissent pas avoir droit à des soins parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, le premier piège, c'est de mettre un prix bas pour tout le monde parce que je leur dis, mais tu peux mettre le prix qui te paraît juste, 80, 100 euros la séance, pour prendre un exemple, et rien ne t'empêche d'être prêt à discuter avec ceux qui ont des difficultés financières et de baisser uniquement que ces personnes-là si ça fait partie de tes valeurs, ton éthique. Pourquoi pas? Mais si tu mets tout le monde à des prix bas, alors qu'au fond, il y a plein de gens qui ont les moyens de mettre 80, je dis plein, potentiellement plein de personnes qui auraient les moyens de mettre 80 ou 100 euros, qui seraient prêts à le mettre, quelque part, c'est toi que tu pénalises et c'est pas juste. Donc ça, c'est vraiment déjà un grand classique. Donc si tu as la peur de passer pour injuste, fait que je suis prêt à être injuste avec moi-même pour ne pas passer pour injuste aux yeux des autres. C'est encore un bon paradoxe. La même chose pour certains. Certains, s'ils ont une grande peur de passer pour des voleurs, leur prix c'est considéré comme du vol ou je ne sais pas quoi, seront prêts à être, entre guillemets, à se laisser voler, je mets des guillemets Mhm. là-dessus, pour ne pas passer pour voleur. Donc c'est la même chose, je ne suis pas en paix avec ces parties de moi, l'injuste en moi, le voleur en moi, le profiteur en moi, et je suis prêt à ce que profite de mes compétences à des prix bas parce que j'ai peur de passer pour profiteur. Donc ça c'est vraiment ce que j'appelle le travail des ombres.
où je permets aux personnes d'accueillir ces parties d'eux, qui fait que quand je suis en paix avec ces parties-là, je n'ai plus peur qu'on dise ça de moi, parce que si on le dit, je dis, ben oui, c'est aussi une partie de moi, et alors où est le problème? Mais tant que je rejette ces parties de moi, j'ai très peur qu'on puisse voir ça de moi, parce que ça me ferait mal, ce serait douloureux à entendre. Alors quand on est en paix avec ça, on dit, ben oui, c'est juste l'opinion de l'autre, ça lui appartient, et alors, tu vois, je ne suis pas affecté, touché par ça, en tout cas touché plus que nécessaire par ça. Donc ça, c'est vraiment un premier aspect. Et un autre aspect qui n'est pas négligeable non plus, c'est pour les métiers d'accompagnement en particulier, mais ça peut être pour les artistes aussi, par exemple, c'est cette croyance qui est si j'ai du plaisir dans ce que je fais, je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. D'accord. C'est comme si d'avoir du plaisir, c'était déjà tellement énorme en comparaison, en relation avec tous ceux qui, eux, souffrent au travail, que si en plus je gagnais de l'argent en quantité, ça serait presque indécent, voire obscène vis-à-vis des autres. Donc derrière, il y a comme une croyance qui est l'argent se mériterait comme de la souffrance, comme une compensation à la souffrance. Donc comme moi, je ne souffre pas, que je ne gagne pas beaucoup, c'est normal parce que j'ai une contrepartie, que la contrepartie plaisir. Donc on est encore dans du ou, comme s'il fallait choisir son camp, alors que moi, bien sûr, mon objectif, c'est de mettre du et à avoir du plaisir et à gagner de l'argent au D'accord. grand minimum en suffisance pour en vivre, mais même avec s'ouvrir à bien plus que ça. OK, ouais, ça fait un peu écho comment dire? À la phrase qui dit, «Oui, de toute façon, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur». Oui, bah, même si, Ouais, si dans l'expérience de mes parents, que ce soit ce qu'ils m'ont montré comme exemple ou que c'était des expressions qu'ils utilisaient, on n'a rien sans rien, il faut travailler dur, machin, il y a une très forte probabilité que les enfants vont faire ça et qu'ils vont se rendre la vie plus difficile que nécessaire parce qu'ils ont engrammé ou encodé que ça se mérite quand travailler dur. Et je vois des personnes qui se compliquent la vie inutilement uniquement comme pour se rendre la vie dure, parce qu'ils ont la croyance que ça peut fonctionner que comme ça. Donc ça, c'est vraiment des travaux que je fais de déloyauté à des croyances ou à des choses que j'ai pris et qui ne sont pas porteurs. Donc comme pour la déloyauté n'est pas un manque de respect ou de désamour quand même vis-à-vis de d'une ou mmh. l'autre personne. C'est vraiment déloyal à une croyance ou à des dires. On n'est jamais déloyal à une personne, mais à des croyances, par exemple, pour se libérer et puis pouvoir s'autoriser à prendre un autre chemin. OK, ouais, super, merci. Et c'est vrai qu'aussi en parlant de justement de tarifs par rapport à un intervenant, qui fait plutôt de l'accompagnement, du coaching, moi, ce que j'ai vu, en augmentant mes tarifs, c'est aussi, bah, la contrepartie, c'est l'engagement de l'autre, l'engagement de ton client. Parce que pour avoir, justement, au départ, fait des coachings à 5, 10, 30 euros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais beaucoup d'annulations. J'avais, peu d'engagement, des personnes, alors qu'en augmentant les tarifs, je dirais d'un naturel, ça enlève les moins motivés. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un client, bah, j'avais, comme tu l'as proposé tout à l'heure, j'avais, corrigé mon tarif par rapport à lui pour qu'il arrive à faire ce programme-là, mais tout en étant dans sa zone de confort, enfin, un peu au-dessus de sa zone de confort en termes d'investissement financier. Et le résultat est forcément là, puisque la personne a dit: «Bah oui, mais moi, j'ai payé, je veux du résultat, donc je vais me donner à fond dans ce programme, quoi». Alors, je te rejoins en tout cas en grande partie. Je dirais après, au-delà du tarif, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. C'est ce que représente cet argent-là. Parce que même si j'ai à 50 euros la séance, mais pour certains, 50 euros, c'est énorme, ils vont être engagés. Alors que pour d'autres, pour qui ça serait dérisoire quelque part, bon ben, Oui, il y voilà, en a, ça va être 500 euros effectivement, l'équivalent. c'est pas grave, etc. Donc là, il y a un aspect, puis un autre aspect également, euh, qui est euh, qui est le fait que certains nombres de personnes, je ne dis pas que c'est juste, mais spontanément vont donner de la valeur à ce qui est plus cher. Oui. Tu vois? Et je prends un exemple dans un domaine que nous connaissons à peu près tous. Prends l'exemple du vin. Si on te dit, ah oui, cette bouteille vaut 3 euros, cette bouteille vaut 30 euros, est-ce que tu vas la goûter exactement de la même manière en ayant cette information-là? Est-ce que tu n'auras pas déjà un a priori avant même d'avoir mis ton nez ou les lèvres à ce vin-là? Il y a de fortes chances que oui, si tu veux. Donc, ça peut être tout à fait la même chose dans l'accompagnement où on se dit, ah ouais, s'il a ce prix-là, le mec, ça doit y aller et tout. Donc, on pourrait venir avec un autre niveau d'ouverture ou d'engagement ou une autre croyance que cela.
Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est la réalité, Oui, non, mais ça fait partie des croyances. ok, ouais, effectivement. Et ouais, effectivement, c'est ce qui fait. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on voit sur tout ce qui est comment dire, les marques de haute couture ou des montres chères qui peuvent être copiées, entre guillemets. Bah, finalement, les gens attachent une valeur, même s'ils le payent moins cher, et que potentiellement une copie, donc qui n'est pas la vraie marchandise. Mhm. Donc, c'est vrai que des fois, il y a cette relation de vouloir acheter quelque chose de pas cher, mais qui ne le vaut pas finalement, et qui investissent et qui dépensent de l'argent là finalement. Oui, alors après, je vais ajouter ce qui est intéressant avec les histoires de marque, si tu veux, c'est qu'il y a une partie qu'on va payer, c'est la marque. La marque, autrement dit, ce qu'on va payer, c'est que si on prend le produit en tant que tel, ne vaut jamais ce prix-là. Mais on va nous faire payer une partie qui s'appelle du prestige. Et on va mettre une marge plus ou moins élevée. Cette partie s'appelle prestige parce que, et là on est encore une fois dans des projections, comme je travaille sur la relation d'argent, on va nous laisser croire que nous aurons plus de valeur parce que nous portons cette montre-là ou ce bijou-là. Excusez-moi, c'est de la foutaise parce que c'est pas parce que je porte cette montre-là que je suis quelqu'un qui a plus de valeur intérieurement, que mon cœur est plus grand, que j'ai plus d'amour à distribuer. C'est donc c'est un des grands pièges de la société de consommation actuellement. Donc, c'est ça. Mais simplement, au-delà de ça, si tu veux, c'est de voir que nous aussi, inconsciemment, souvent, nous allons donner plus de valeur à une personne qu'à une autre parce que sur son site Internet, peut-être qu'elle va donner des références d'entreprises où elle va intervenir, enfin, elle va réussir à mettre les choses à enjoliver avec raison ou pas, hein, je ne sais pas les choses, qui fait que je vais réussir à donner une certaine forme de prestige à qui je suis. Tu vois, voilà, au moment, je te donne un exemple, au moment où je me présente, tu vois, si j'avais juste dit j'interviens en Suisse, ok, d'un coup que je dis j'interviens en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Québec, certainement pour les gens qui entendent ça, disent ah ouais, quand même, tu vois. Tu vois, donc à un moment donné, inconsciemment, on peut être influencé par ce genre de choses-là qui donnent d'un coup plus ou moins de prestige. Donc, en fonction du prestige qu'on va donner, on va être prêt à payer plus parce qu'on projette déjà une forme de valeur. Et juste pour donner un exemple, je me souviens d'une conférence que j'avais donnée à un endroit, j'avais donné le tarif là, c'était le tarif de conférence, et on m'avait répondu du tac au tac, on m'avait dit c'est normal, vous avez écrit un livre. Donc, le prix que je demandais pour la conférence, pour lui, était justifié parce que j'avais écrit un livre. Donc, on me donnait du prestige parce que j'avais écrit un livre, alors que ce n'est pas parce que j'ai écrit un livre que mon livre est intéressant, que ça peut être la foutaise, ça peut être à quoi. Mais enfin, tu vois, mais encore une fois, c'était une projection, on me donnait de la valeur et du prestige pour ça. Ouais, parce qu'en fait, tu avais, entre guillemets, prouvé ton expertise du fait que tu avais un livre à ton actif, en fait. Ouais, en tout cas, oui, en tout cas, je le vois et c'est assez clairement le cas en France, en tout cas plus en France qu'ailleurs, d'avoir écrit maintenant même 3 livres en l'occurrence, mais c'est vrai que ça donne une certaine assise à la personne en tous les cas. Donc, ça dépend encore une fois des pays, des endroits et des personnes. Bon, peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse à écrire un livre, alors. Si possible, Alors, en auto-édition, ça n'a pas la même valeur aux yeux de ouais. certains. Alors, justement, on va parler un peu de toi, ce que tu proposes, en fait, comme programme d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous proposer un peu nous présenter un peu les différents programmes que tu as aujourd'hui sous la main? Et alors, peut-être juste partager aussi l'évolution, parce qu'il y a une évolution de ce que je proposais il y a 9 ans en arrière, que j'ai commencé sur la relation d'argent aujourd'hui. Si je le dis, c'est juste parce que ça permet aussi de voir que chacun d'entre nous évoluons dans notre gamme de produits en fonction ou de la valeur qu'on se donne, ou en Mhm. fonction de notre mission de vie, en fonction de comment on veut équilibrer notre vie, enfin, il y a différentes manières. Et c'est pour ça que ça parle un peu de tout ça. Donc, si tu veux, avant, pendant longtemps, j'ai fait juste un copier-coller de ce qu'a fait mon mentor, soit des ateliers en week-end, développement personnel, voilà, avec des groupes de 12-15 personnes. Et je faisais ça, c'est à peu près comme ça qu'il faisait lui. Donc, j'ai fait un copier-coller et puis des conférences de temps en temps. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir de plus en plus de succès. Et puis, j'ai vu que cette manière de faire me faisait beaucoup voyager, me faisait beaucoup travailler le week-end alors que mon épouse travaillait la semaine. Donc, c'est qu'on se croisait beaucoup. Et au fond, je disais, comme j'ai vraiment une mission d'impacter un maximum de monde pour impacter la société, parce que je suis convaincu qu'en transformant notre relation à l'argent, on va transformer la qualité de nos relations les uns aux autres également, et que j'ai vraiment cette mission singulière pour moi, c'est de travailler sur ce thème-là.
J'ai dit, ben, là, j'arrive au bout de ce modèle d'affaires parce que c'est beaucoup de fatigue et je ne touche pas assez de monde. Donc, le premier livre a déjà été un premier objectif pour toucher plus de monde sans que je sois présent. Et puis, donc aujourd'hui, l'évolution, dès le moment où j'ai dit je veux toucher plus de monde, mais en m'économisant un peu plus, c'est intéressant, hein, le verbe je m'économise aussi. Il y a plein d'expressions à double sens comme ça. Là, je ne parle pas d'argent, je parle de moi, de Ouais. et on peut s'épargner un peu aussi d'ailleurs, hein, c'est intéressant aussi voir ces expressions à double sens. Et j'ai dit, bah, ça m'a paru comme évident que pour cela, j'avais à lancer des formations sur Internet, puisque je pouvais toucher plus de monde sans avoir plus de déplacements à faire. Donc aujourd'hui, la manière de ce qui reste, donc j'interviens toujours sous forme de conférences pour les particuliers, en entreprise, des associations professionnelles également régulièrement. Les ateliers, j'ai créé pour les particuliers, j'ai plus que 2 formes d'accompagnement. Donc, ouvert à tout le monde, c'est des plus gros ateliers à 50 personnes à peu près sur 2 jours, ou un gros événement à Paris avec même 150 personnes, avec des conférenciers sur une scène et tout ça. Mais c'est une fois par année, ça. Ou alors ma formation sur le web que j'ai appelée Amis avec l'argent, où là, D'accord. avec des vidéos, avec des coachings de groupe, des intervenants externes, etc. Donc, c'est une formation qui est, je trouve, très, très riche, très complète. Ça, c'est pour les particuliers. Et puis, j'ai créé des ateliers un peu plus pointus pour les milieux professionnels, qui sont un qui s'appelle l'argent dans mon projet professionnel. Autrement dit, comment je peux améliorer ma relation à l'argent pour que dans le projet professionnel que j'ai déjà lancé ou que je vais lancer, je puisse être à l'aise pour gagner de l'argent, je puisse enlever les plafonds de verre qui m'autorisent à gagner plus, qui m'empêchent d'avoir plus de succès, je puisse être à l'aise pour négocier. Donc, d'aller voir tous ces freins, tous ces blocages, tous ces stress qui m'empêchent de pouvoir être pleinement aligné sur mon travail. Et j'ai un autre atelier qui s'appelle l'argent dans les métiers d'accompagnement. Donc, dans ces D'accord. ateliers-là, 10 personnes maximum, où là, j'accompagne également des coachs et thérapeutes spécifiquement sur leur relation à l'argent et je leur enseigne également des processus d'accompagnement qui s'utilisent sur plein d'autres thèmes que la relation à l'argent. Donc ça, c'est mes ateliers, je dirais, petits comités, un peu plus en mode VIP, où j'interviens en présentiel et en plus d'accompagnement aussi par webinaire. Et puis après, j'ai une série d'interventions que je fais en entreprise sur mesure ou des associations professionnelles, on me fait venir parce que, encore une fois, ce thème, il touche tout le monde et je trouve qu'il est extrêmement peu abordé par rapport au potentiel que ça a. Je trouve, et petite histoire, je suis intervenu il n'y a pas très longtemps auprès de gagnants de l'euro-million. Donc, c'était passionnant de pouvoir rencontrer ces gens-là également et de découvrir ce qu'ils vivaient parce qu'ils vivent des choses, enfin, ils ont vécu des choses tout à fait je dirais, extraordinaire dans le sens du terme, dans le sens qui arrive à peu de gens et que c'est très problématique de gagner à l'euro-million pour beaucoup de personnes. Oui, mais pour, juste la parenthèse là-dessus, moi j'avais eu, il y a pas mal d'années, un voisin de chez mes parents qui avait gagné, au loto Oui, et en peu de temps, il est terminé. ouais, c'est ça, bien sûr, c'est un grand classique, hein. Comme il avait aucune notion de cette relation à l'argent justement, voire peut-être qu'il voulait tout cramer pour plus en avoir, comme ça il avait rien à gérer. Ouais, ouais, mais si tu veux, mais peut-être une image, j'ai envie de te donner quand même encore, si tu permets, si tu en as encore Je quelques t'en prie. minutes. Non, je t'en prie, il y a le temps. Euh, Moi, ce que je vois, parce qu'en fait, tout ce que je fais évolue en permanence. Je suis sans arrêt en train de chercher de nouvelles manières d'être plus percutant, plus pointu, etc. Donc ça évolue et ma manière de l'expliquer et de comprendre les choses évolue en permanence. C'est assez récent que je le dis comme ça, ce que j'ai envie de partager. C'est qu'en fait, ce que je vois, c'est que nous avons tous en nous comme une sorte de récipient qui est notre capacité à recevoir. Parce qu'il y a une vraie grande difficulté pour beaucoup d'êtres humains de recevoir. Recevoir de l'argent, mais recevoir de l'attention, recevoir de l'amour, recevoir des compliments, de la gratitude, tout ça, hein, c'est le même paquet, je dirais, même si c'est plus ou moins compliqué sur certains endroits. Et ce récipient, il est plus ou moins grand pour chacun. Et à un moment donné, quand on reçoit, supposons, tu vois, qu'à un moment donné, si tu reçois plus que ta capacité de recevoir, tu vas recevoir une partie, après le reste, ça va couler, ça va déborder, comme si tu remplis d'eau un récipient, tu vois, et tu vas juste plus l'entendre, tu ne vas plus l'accepter, tu vas dire, ah ben non, on fait un compliment sur ton habit, ah mais non, non, mais c'est juste un petit truc qui n'est pas cher, ah non, mais c'est un truc de deuxième main, enfin, tu vois, tu vas commencer à sous-estimer, voilà. Et en fait, ces récipients, bien sûr, heureusement, c'est pas figé pour la vie. C'est pour ça que je dis, plus on est dans l'amour de soi, plus on peut recevoir plus grand, et d'ailleurs, plus on peut donner plus grand également. Ça va dans les deux sens aussi, hein.
Et en fait, ça augmente. Et simplement, il y a des personnes qui vont gagner à l'euro million et pour qui ça dépasse de beaucoup, beaucoup, beaucoup leur capacité à recevoir et qui se sentent même coupables. Là, j'en ai vraiment vu se sentir coupables d'être les privilégiés qui gagnent alors que d'autres galèrent. Et plutôt que le redistribuer, cet argent, ils vont le gaspiller parce que ça leur fait presque péter un câble en quelque sorte. C'est comme si tu avais une batterie qui recevait une trop grosse tension électrique puis qu'elle allait péter un plomb, si tu veux. C'est un peu la même chose qui se passe parce qu'on reçoit trop par rapport à notre capacité. Et tu peux le voir beaucoup dans le showbiz et autres, ou dans le milieu des artistes. Quelqu'un a du succès d'un coup et il va recevoir beaucoup plus que la capacité et il va péter un câble, il va mal tourner, etc., faire des Ah, dépressions, ouais. parce qu'il y a cet aspect-là qui fait que ça arrive trop brutalement. C'est pas, on n'a pas pu grandir petit à petit, ça arrive trop d'un coup. Et vraiment, moi, je travaille beaucoup sur cette capacité à augmenter sans recevoir, parce qu'encore une fois, plus je reçois, plus j'ai la capacité de donner aussi, en général. Et c'est tout à fait, c'est ce que partageait une amie hier ou avant-hier, je sais plus, et qui disait que aime-toi et gagne, et plus tu t'aimes, plus tu vas gagner de l'argent en fait. Mhm. Dans le sens où ça revient un peu à ce que tu dis, où bah, finalement, aime-toi, c'est-à-dire que tu es capable de recevoir. Et donc, plus tu vas être capable de recevoir de l'amour, etc., plus tu as la potentialité de faire grandir ton récipient à l'argent. En fait. Mhm. Mhm. Tout à fait. Alors, je dis à l'argent et à tellement d'autres choses, absolument. En fait, finalement, c'est vrai qu'on s'aperçoit que euh, quand tu changes ta relation à l'argent, finalement, tu changes ta relation à beaucoup de choses. Oui, oui, absolument. Ben déjà et surtout la relation à soi. Ça, je te disais, je parlais tout à l'heure au début de l'entretien, c'est un travail d'amour de soi. Et dès le moment où je suis plus en amour avec moi-même, automatiquement, ma relation aux autres choses, aux autres change. Ma relation à la vie, parce que c'est beaucoup la relation à la vie qu'on travaille également à travers la confiance en la vie, plutôt que plein de peur vis-à-vis de la vie, ce qui pourrait nous arriver, de vouloir mettre du contrôle, etc. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais à dire, en fait, ou à partager si tu avais, mettons, je sais pas, trois clés importantes à Mhm. dire à quelqu'un qui se retrouve un peu bloqué dans cette relation à l'argent, peu importe où il en est, et qui aimerait déjà commencer à réfléchir un peu avant d'enclencher une démarche auprès de toi, par exemple, sur une formation, et qui voudrait déjà commencer à réfléchir, parce qu'au début, c'est vrai qu'on ne sait pas par où commencer. On ne sait même pas qu'on peut changer, d'ailleurs, au départ. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, entre 3 et 5 clés, par exemple, à partager à ce sujet-là? Alors, je dirais la première et qui pour moi clairement est la plus importante, c'est de mettre de la conscience sur son fonctionnement. Donc, ce que je propose, et je le propose dans ma formation sur Internet, je dis vous allez prendre un cahier et vous allez noter, idéalement chaque jour, tout ce qui se passe, tout ce qui se joue avec l'argent. Parce que nous sommes confrontés à l'argent beaucoup, beaucoup plus que nous l'imaginons. Tu vois, ça peut être toutes les pensées que j'ai quand je reçois une facture, quand je fais mes paiements, quand je vais acheter mon repas à midi, est-ce que je regarde la carte, je regarde le prix le plus bas, je regarde ce qui me fait vraiment plaisir. Enfin voilà, dès qu'on parle d'argent dans le couple, avec les enfants, de salaire, quand je vois un truc en vitrine, puis je dis ah non, je vais acheter ça parce que c'est mieux au marché. Enfin, voilà, il y a tellement de choses. Donc c'est vraiment pour mettre de la conscience sur mon fonctionnement, ça demande d'être une sorte de vigilance, d'être attentif à toutes ces pensées, à mes réactions, à mes schémas. Et je peux te dire, j'ai beau être un spécialiste là-dedans, je vois à quel point je suis toujours plus conscient de ce qui se joue. Je vois à quel point mes vieux réflexes du cas plein de peur peuvent revenir très vite et que ça demande de prendre ce pas de recul pour dire OK, là, stop. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, la clé la plus importante parce que de là, débouchera beaucoup, beaucoup de prises de conscience qui pourront déboucher sur des premiers pas. La deuxième qui pourrait être clé, ça pourrait être de prendre un temps pour aller voir quels sont autrement dit, avec quoi je viens dans mon histoire familiale en lien avec l'argent, la réussite, l'abondance et tout ça. De voir quels sont tu parlais tout à l'heure de travailler dur, tu vois. Qu'est-ce qui se disait sur les riches, sur les pauvres? Est-ce qu'on s'autorise à gagner de l'argent? Est-ce que, voilà, un peu voir de quel milieu je viens? Voilà, de voir un peu en quoi, si je reprends cette histoire familiale, en quoi je suis encore peut-être pris dans une histoire, une sorte une forme de loyauté qui m'emprisonne, qui fait que j'arrive pas à être dans la pleine expansion de qui je suis. Ça, je pense que ça serait vraiment le D'accord. deuxième. En gros, donc ce deuxième point, ça serait tout ce qui est toutes les croyances Oui, qu'on m'a apprises et que moi j'ai appris inconsciemment par rapport à ça en fait. voilà, c'est subtil dans le sens, c'est ces petites phrases, tu vois, si j'ai toujours entendu dire l'argent ne fait pas le bonheur,
eh ben, je l'aurais cru, tu vois. Ou les riches sont des malhonnêtes, eh ben, je ne voudrais jamais passer pour riche, donc je ne Ah voudrais oui, pas avoir trop d'argent, ce genre de choses-là, mais dont j'ai même pas, je me souviens même plus. Mais ça peut être plus subtil encore dans les comportements sans que ça soit forcément dit, tu vois. De juger des gens qui ont plus que la moyenne, voilà, ou je ne sais pas quoi. Ou, voilà. Donc, c'est vraiment de mettre un peu de conscience, de voir d'où je viens, de quelle histoire je viens et comment elle m'imprègne encore aujourd'hui. d'accord, C'est la deuxième clé. Et puis la troisième, elle est assez pratique. Euh, Ça serait de voir qu'en fait, nous avons tous plus ou moins une tendance à être dans une notion d'abondance ou de pénurie. Il y a une expression qui parle très bien de ça, qui dit voir le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est qu'autrement dit, dans la même situation, je peux voir encore tout ce qui manque, je peux voir tout ce qui est là. Et ça, si tu veux, il y a moi, mais j'étais aussi influencé par ma famille. Je peux être influencé même dans une entreprise où je travaille, on est plus ou moins axé sur l'un sur l'autre, et même dans un pays. Je dis ça parce que j'ai vraiment la sensation qu'en France, on est très fort sur le manque plutôt que l'abondance. Ça, c'est vraiment la perception que j'ai, toujours enfin, pas toujours, non, j'ai pas envie de généraliser, mais quand même une tendance à une voir ce. tendance, ouais, d'accord. Donc, peut-être donc déjà de m'observer chaque fois, parce que chaque fois que je suis dans des tendances de manque, j'ai vraiment à tout de suite contrer ça par une tendance plus en lien avec l'abondance. Donc, l'abondance, c'est pas juste vouloir me raconter des histoires, voir que tout va bien, mais de mettre de l'attention sur ce qui va déjà bien aussi, sur ce que j'ai déjà, plutôt que voir ce que je n'ai déjà pas. Sur la D'accord. qualité, le fait d'être en santé, le fait d'avoir à manger, de pouvoir payer mes factures, enfin, tu vois, plutôt que de regarder ce qui me manquerait encore pour partir à l'autre bout du monde, je ne sais pas quoi, de focaliser son attention là-dessus parce que quand je focalise sur l'abondance, ça me tire mon énergie en haut. Quand je focalise sur le manque, ça tire mon énergie en Bien bas. sûr. Donc, ça D'accord. a une influence. Donc, déjà, avec ces trois choses-là, on peut D'accord. déjà aller. C'est-à-dire que sur cette troisième clé, ça serait, est-ce que je peux traduire ça par travailler sa gratitude par rapport à ce Alors, qu'on a, que ce soit l'argent et autres? alors, je dirais que la gratitude va permettre d'amplifier le fait de voir qu'on a de l'abondance dans notre vie. Ça va être une stratégie pour amplifier ça. Mais ça va être aussi de s'observer et chaque fois, parce que ce sont nos pensées qui nous tirent dans le manque, tu vois. Ah non, ben, ça peut être de plein de manières différentes. J'aimerais que mon conjoint soit autrement que ça. J'aimerais que mon enfant se comporte autrement que ça. J'aimerais que mon patron soit bien. C'est encore du manque aussi. Ouais. Donc, chaque fois que je suis là-dedans, de contrer tout de suite en conscience, de changer une pensée, de changer ça par une pensée positive pour quelque chose qui est déjà là. D'accord. Donc c'est vraiment prendre conscience de tes petites phrases, de ton positionnement du mental pour savoir s'il est plutôt dans, comme tu dis, dans est-ce que c'est le verre à moitié vide que je vois ou est-ce que c'est plutôt ce qui est déjà plein? Voilà, absolument. Et la gratitude dont tu parles, ça, je l'encourage vraiment aussi comme quatrième clé pour Ça, renforcer la c'est, on va notion. dire que c'est la clé bonus alors. Donc, si je reprends les clés que tu viens de partager, c'est la toute première chose, bah, on vous encourage à prendre conscience de votre démarche à l'argent. C'est-à-dire, quand vous allez vous faire plaisir au restaurant, acheter quelque chose, est-ce que votre première démarche, c'est de regarder le prix ou ce que vous voulez atteindre? Mais Ensuite, ouais, tout à fait. Mais c'est plus vaste que ça. C'est vraiment mon état intérieur quand je d'accord, fais mon paiement, que je reçois des factures, quand je discute d'argent, enfin, quand je vois une belle bagnole. Enfin, d'accord. C'est en fait, oui, d'accord, pour compléter, c'est vraiment quand je fais cette démarche-là, c'est comment je me sens. Est-ce que je me sens donc apeuré, triste, en colère? Enfin voilà, quel état général je suis à ce moment-là. on doit vraiment s'observer. Hein. Je prends la D'accord. caméra, je m'observe dans toutes ces situations-là. OK. Donc la deuxième clé, merci pour le complément, question. La deuxième clé, ce serait bah, analyser, réfléchir sur votre histoire de vie dans votre enfance, entre guillemets, à partir de votre enfance, jusqu'où vous pouvez remonter, en fait, quelles sont, entre guillemets, les petites phrases, les habitudes de votre famille, de vos proches, comme je disais tout à l'heure, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, ou les riches sont des salauds, ou voilà, toutes ces petites phrases, tous ces comportements inconscients de vos proches qui ont fait que vous avez pris la même chose et que effectivement, si vous pensez que les riches sont des salauds ou des cons, vous allez peut-être avoir de la difficulté à gagner plus d'argent que vous en avez aujourd'hui. C'est très probable. Et donc la troisième clé, c'est observer justement son mental, de voir est-ce que vous avez tendance à être plutôt à observer ce que vous n'avez pas, que ce soit en argent ou autre chose, j'ai pas assez de ça, j'ai pas assez de vêtements, j'ai pas assez, ma maison est trop petite, mon ami est trop ci, mes enfants sont ça, ou au contraire, est-ce que vous avez
la version plutôt contraire, qui est de dire: «Ah, mais j'ai déjà ça, j'ai une maison, j'ai ce salaire-là, j'ai tel vêtement, j'ai la capacité de partir en vacances». Voilà, et donc c'est d'analyser et de peut-être poser, comme tu le préconisais tout à l'heure, sur papier, bon, l'ensemble de ces 3 points pour les concentrer sur papier et de dire: «Voilà où j'en suis». Et en fait, après, donc la clé bonus qui a été donnée finalement, c'est une fois qu'on a tout ça, c'est de prendre la partie positive de ce que vous observez et de la, la conscientiser et de la mettre en gratitude pour augmenter votre sensation de bien-être, pour dire: «Ah, j'ai déjà ça, je sais déjà faire ça, j'ai déjà cette conscience sur l'argent», même si ce n'est qu'un petit bout qu'un petit début du parcours. Oui, tu vois, et vraiment dans cette notion de gratitude, moi je trouve c'est important, idéalement, chaque jour, en fin de journée, avant de se coucher, ce serait de prendre un instant pour trouver au moins trois choses dans lesquelles je prends de la gratitude. Tu vois, je pourrais dire, ben oui, je peux donner l'exemple, je peux déjà en faire maintenant. Aujourd'hui, j'ai pris un temps pour aller me balader, me promener, pour prendre soin de moi. Donc j'ai de la gratitude pour moi, pour m'être offert ce temps-là. En plus, j'ai vu de magnifiques hérons voilà, que j'ai pu observer. Donc aussi de la gratitude pour ça. Je prends de la gratitude pour toi, Patrice, parce que je passe un excellent moment avec toi et que tu t'intéresses à ce que je fais. Donc je peux vraiment voilà, te nommer dans les gratitudes. Et puis que j'ai eu un super échange avec mon épouse ce matin. J'ai de la gratitude pour elle, pour la qualité qu'on a eue de se partager des choses importantes. Tu vois. Là, j'ai déjà trois gratitudes dans lesquelles je vais vraiment, c'est dans la notion du merci. Moi, je dis des dizaines de merci par jour. Quand je vois un beau paysage, ainsi, je le dis intérieurement, c'est une manière de nourrir cette abondance-là, quoi. Ouais, c'est un excellent exercice. Bah, du coup, je vais faire la même chose. Moi, les gratitudes, bah, effectivement, c'est ce superbe échange que j'avais envie de faire avec toi. Donc, grand merci à toi d'avoir accepté, d'avoir partagé. C'était très appréciable et vraiment très sympa. C'est aussi ce matin, j'ai eu une séance de coaching. Donc là, c'était moi le coaché et c'était une séance très, très forte, très, très intéressante, justement sur une notion de culpabilité. On a levé deux, trois clés que je vais mettre en pratique. Donc, merci à ma coach. Et c'est aussi bah, d'avoir passé ce midi un bon déjeuner avec ma femme. C'était très sympa toujours de faire cette petite pause ensemble, puisqu'elle bosse pas très loin de la maison. Donc, c'est très appréciable. Donc, merci à ça. Et c'est vrai que c'est aussi un outil fort simple que je propose à chaque fois à mes clients et qui est paradoxalement très compliqué à faire quand on n'a pas du tout l'habitude. Oui, donc mettre de l'attention sur ce qui va Voilà. bien. Mhm. Et on en revient toujours à cette notion de ralentir et d'être un peu ce qu'on appelle, on va rejoindre cette fois-ci la pleine conscience, Mhm. si on veut aller sur ce terrain-là. Alors, je pourrais, Christian, est-ce que tu as, avant qu'on termine cette interview, est-ce que tu as un point? Ah, bah si, un point important, c'est je sais que là, tu es en pleine préparation d'une intervention, il me semble, du côté de Besançon, si la mémoire est bonne. Euh, Alors, oui, donc, c'est je te laisse en parler. alors oui, alors après, je ne sais pas à quel moment exactement sortira cette interview, voilà, si ça va Bah, dans les jours. il va sortir ce week-end, hein, donc D'accord. Donc voilà, dans mon deuxième semestre, effectivement, pour les particuliers, j'ai trois grands ateliers prévus, un à Besançon en octobre, un au Québec, à Drummondville, début novembre, et puis un à Aix-en-Provence, fin novembre. Donc voilà, ce sera les trois grands ateliers. Après, j'ai des ateliers également pour les milieux professionnels, comme je l'ai dit, j'en ai une série sur en général Lyon, Paris, la Suisse, je crois des deux, voilà, pour les métiers d'accompagnement et l'argent dans mon projet professionnel. Et puis ma prochaine formation sur le web, sur Internet, vu que je fais des sessions, des cohortes, je prends des d'accord, groupes, j'accompagne. La prochaine fois, ce sont à mi-novembre que je vais relancer ma prochaine formation. d'accord. Et donc, si on veut te trouver sur Internet, quelles sont les démarches ou les réseaux sociaux que tu utilises aujourd'hui? Sur Facebook, Christian Junot Pro, PRO, hein, à mettre, parce que là j'ai une page privée, mais c'est vraiment là je renvoie les gens sur la page pro. Ok, Euh, Autrement sur YouTube, également sur Christian Junot, j'ai toute une série de vidéos gratuites disponibles également. ok, Donc, j'ai des livres également qu'on peut trouver également, mais on les trouve sur ma page, on les voit sur ma page Facebook. Et puis mon site internet également, 3 C comme la première lettre de mon prénom, Juno avec un D au bout, et conseil au singulier, donc c'est junoconseil au singulier.com. C'est mon site internet également où on trouve. d'accord. Bah, écoute, tu me feras un grand plaisir de mettre sous cette vidéo qui sera donc sur YouTube tout ce qu'il faut pour aller te contacter. Et donc, je suppose que tous tes programmes sont entre autres sur ton site Internet.
à fait. Ok. Eh ben, écoute, voilà, moi je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Moi aussi. Ça m'a appris, puis tu profiteras, je ne sais pas si tu le verras en allant au Québec, de dire bonjour à notre ami commun Robert. Oui, Eh ben, voilà, tu lui diras le bonjour de ma part. Et puis, je te dis à bientôt, Christian. Je te souhaite un bon succès dans ta course à la relation à l'argent, si je puis dire comme ça, pour impacter un maximum de monde. Et surtout, n'hésitez pas à rencontrer cette belle personne, parce que moi, sincèrement, je n'ai pas encore fait le programme, mais je pense que je vais y venir. Et j'ai vu, entre guillemets, puisque là, je me suis lancé un défi, je fais les 100 jours de défi sur les intuitions. Et ça m'a permis de voir qu'en 2017, tu as mis en place avec Lilou Massé les 100 jours pour la relation à l'argent, l'abondance à l'argent, je crois. c'est ça. Libérer ce rapport à l'argent et s'ouvrir à l'abondance, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça vous donne déjà aussi un point pour aller voir ce que propose Christian avant d'attaquer son grand programme. Donc, merci Christian. Merci à toi. Je te souhaite donc bon coup de succès. Je te dis à bientôt. Et vous, mes amis, je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si Christian passe, je lui donnerai le lien. Éventuellement, s'il a le temps, il mettra des commentaires ou des réponses. Et moi, je m'efforcerai avec grand plaisir de vous accompagner et de répondre